Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter ma première interview culture santé sécurité d'un directeur général. Il s'agit de David Mouton. David a aussi été le premier client à faire confiance à la société Culture Santé Sécurité alors qu'il était directeur général d'un laboratoire d'analyse en France. David est papa de 5 enfants. Il est aujourd'hui consultant indépendant en fusion et acquisition, mais c'est sur son parcours de directeur de site et directeur général de plusieurs sociétés en France et à l'étranger que David va nous partager ses expériences en transformation de culture santé sécurité. Ce qui caractérise David, c'est avant tout son approche humaine, son pragmatisme et son orientation pour la performance. Dans son interview, David va vous partager son expérience douloureuse à la suite d'un accident de voiture professionnelle à l'âge de 24 ans qui a entraîné des conséquences très graves et les leçons qu'il en a tirées. Ses premiers pas dans le management de la sécurité avec le sujet de la formation des intérimaires et les résultats inattendus qu'il a expérimentés. Le fait que la santé et la sécurité sont avant tout un chemin personnel. Pourquoi il est crucial de se mettre au niveau des hommes et des femmes de l'organisation. Une technique de questionnement simple pour aider une personne à engager une révolution personnelle. L'importance de bien comprendre les biais culturels en fonction du pays où l'on exerce. L'importance du respect et de la dignité humaine. Des techniques et des stratégies pour embarquer toutes les équipes. La gestion du temps dans le processus de transformation. L'importance de bien prendre soin des personnes qui ont vécu un traumatisme ou des malheurs, les principales caractéristiques d'un leader santé et sécurité, comment gérer des intérêts divergents en tant que directeur général, l'importance d'identifier des relais et des leaders d'opinion, et enfin comment inspirer les personnes. Une interview très riche, où la connexion et le respect des hommes et des femmes qui créent la valeur dans l'organisation sont au cœur du processus de transformation. Je vous laisse découvrir l'interview de David Mouton. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir mon premier invité qui a été directeur de site et directeur général, David Mouton. Alors David Mouton, on se connaît depuis très longtemps. On s'est connus quand tu étais directeur général d'un site en Angleterre et tu m'as fait l'honneur aussi, quand j'ai créé la société il y a 3 ans et demi, d'être le premier client quand tu étais directeur général. Tu étais revenu en France dans une société. Tu nous expliqueras peut-être tout ça tout à l'heure. Et tu as été le premier client de la société Culture Santé Sécurité. Donc tu es un pionnier. Et là, tu es aussi donc le premier directeur général que j'interviewe. Donc ça me fait excessivement plaisir pour ta confiance. Merci beaucoup, David. Donc David, est-ce que tu pourrais te présenter? De rien. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté de Culture Santé Sécurité? Qui es-tu? Alors, je suis David Mouton, je suis marié, j'ai 5 enfants, j'ai 58 ans, c'est assez embêtant. Je suis consultant aujourd'hui indépendant en merger and acquisition, donc acquisition d'entreprise, et je suis indépendant depuis environ 9 mois. J'ai une formation d'ingénieur chimiste. Auparavant, bac de technicien chimiste, DUT de chimie, ingénieur chimiste, qui quelque part a mal tourné puisqu'ensuite j'ai fait du business, j'ai fait un master à l'ESSEC, j'ai fait un MBA au Centre de perfectionnement aux affaires, et ma dernière formation date de l'année dernière où j'ai fait une formation en M&A à l'Imperial College of London, pour être certain que je puisse parler la langue de ma nouvelle discipline. D'accord, excellent. Donc ça c'était ton parcours académique et ton parcours professionnel. Donc par quoi t'as commencé, comment t'as commencé et comment t'as évolué dans les organisations? Évolué donc beaucoup, effectivement, j'ai eu un parcours assez varié. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur technico-commercial chez Rocket, donc société que j'ai particulièrement appréciée, mais que j'ai quitté au bout de 6 années pour finalement monter à la capitale, parce que Rocket c'est une société du nord de la France,
et où je suis retourné faire mes études à l'ESSEC. Suivant cela, j'ai été consultant en organisation dans le groupe Arthur Andersen. J'ai ensuite monté mon propre cabinet de conseil. J'ai ensuite pris la direction générale de l'un de mes clients. Donc ma première direction générale, c'était à l'âge de 32 ans, 33 ans. Pour ne plus arrêter finalement. J'ai plusieurs expériences d'auto-entrepreneur ou de création d'entreprise dans le domaine du service. Puis j'ai retrouvé Rocket finalement après 11 ans, où j'ai exercé des fonctions de marketing, des fonctions de commerce, et puis plus tard des fonctions de directeur d'usine et des directeurs général de filiales. D'accord. Pour faire court. Je suis rentré en France en 2018 suite à une dizaine d'années d'expatriation. Expatriation en Turquie, expatriation en Roumanie et en Angleterre. Et j'ai ensuite pris des directions générales soit de transition, soit direction générale récemment d'une activité de laboratoire d'analyse environnementale et de laboratoire agricole. Donc voilà, donc des activités assez variées dans lesquelles j'ai souvent animé des équipes entre 20 personnes pour les plus petites jusqu'à 500 personnes pour la plus grosse. D'accord. Écoute, félicitations pour ce parcours atypique, hein, des études de chimie jusqu'à la direction générale de société. Alors le lien, c'est quand même, il y avait de la chimie un petit peu à l'intérieur de tout ça, hein, les analyses environnementales. Donc nous, on s'est connus quand tu étais expatrié. À l'époque, tu étais sur un site en Angleterre, et on s'est connus donc en France quand tu étais directeur général de ce fameux laboratoire d'analyse environnementale. Alors, on est là pour échanger sur la culture santé-sécurité. Donc, très vite, comment toi, dans tes fonctions de directeur de site, directeur général, d'animation d'équipe de 20 à 500 personnes, comment tu as été confronté à cette problématique de la santé et de la sécurité, et comment tu l'as abordée? Alors, très vite, lorsque j'avais 24 ans, j'ai été confronté à la problématique de la santé et de la sécurité, puisque j'ai un accident du travail. D'accord. Donc, c'est un accident quelque part. Un accident du travail, d'ailleurs, c'est quelque part une expérience marquante, puisque je suis resté 9 mois hospitalisé. Ah d'accord, assez grave donc. 6 mois en fauteuil roulant, donc voilà, D'accord. Pour calmer les ardeurs d'un jeune de 24 ans, ça marche. Mais voilà, donc ça a été donc dans le cadre de mes déplacements au sein du groupe Rocket, j'ai eu un accident de voiture en sortant d'une usine à 21h30, après avoir eu un lever à 4h du matin. Donc voilà, l'expérience c'est celle-ci. Ensuite, dans le cadre de mon travail toujours, donc j'ai été plutôt sensibilisé à la question de ma sécurité personnelle, parce que voilà. Et un peu plus tard, j'ai perçu le sujet de la sécurité à travers une des usines que je dirigeais, qui était une usine qui faisait du packaging. Donc là, on est dans le métier, dans un autre métier, le métier de la vidéo, dans lequel on a des robots qui bougent dans tous les sens pour faire du packaging, et où effectivement on est confronté à la sécurité de ces équipes par le biais du travail intérimaire, puisqu'il n'y a rien de plus dangereux finalement qu'un intérimaire qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc là, j'ai été confronté avec les représentants du personnel à des questions de dire comment forme-t-on un intérimaire pour être certain qu'il rentre chez lui le soir en bonne santé. Et c'était effectivement les partenaires sociaux qui m'ont alerté. J'étais jeune, je le disais, j'avais 32-33 ans, jeune directeur général, en disant, monsieur Mouton, c'est pas possible. On doit faire quelque chose.
D'accord. Et donc ces partenaires sociaux finalement, c'est eux qui t'ont un petit peu dit voilà, qui t'ont alerté, qui t'ont dit bah voilà, on emploie des intérimaires et pour être sûr qu'ils ne se blessent pas, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? J'imagine, voilà, ils te demandaient un petit peu de prendre tes responsabilités de dirigeant. Donc comment toi tu as abordé cette problématique et comment tu l'as résolue si tant est que tu l'as résolue? Alors, c'était doublé en fait d'une question liée à la distance, puisque c'était une usine qui se trouvait à Chartres et moi mon bureau était à Paris, et de la question de la délégation et du management. Donc en fait, le directeur de l'usine était malheureusement non insensible à ces questions-là. La DRH de l'usine était également insensible à ces questions-là. Et donc, en fait, on retrouvait avec deux cinquantenaires qui sont tout à fait dans le déni, et un trentenaire, aussi directeur général qu'il puisse être, qui doit convaincre les deux cinquantenaires que c'est leur responsabilité. Et donc, ne pas fuir ces responsabilités-là, ça veut dire que quelque part, vous les engagez, vous les réengagez à prendre sur eux une responsabilité qu'ils n'avaient pas vue comme étant la leur. D'accord. Et comment tu as procédé pour les engager? Parce que j'imagine, quand on a 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de se remettre en cause. Et donc un jeune comme ça qui arrive et puis qui donne des leçons en disant ben voilà, c'est de votre responsabilité de prendre en charge les choses. J'imagine un petit peu la confrontation. Comment tu as procédé toi pour les mettre dans une dynamique positive voilà, Alors explique-moi. je vais dire les choses comme je les ai vécues à l'époque, de façon assez brutale. Hein, et D'accord. donc avec assez peu de concessions de ma part. Là, j'étais plutôt dans la vision pas très positive du management, puisque et on fait tous des erreurs. Et j'étais plutôt dans l'expérience où le directeur du site a compris quel était son intérêt. D'accord. J'étais dans la coercition. Et donc voilà, je suis pas fier, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, mais ça m'a fait poser plusieurs questions. La première, c'est comment peut-on s'y prendre autrement, et pourquoi ça m'arrive à moi, jeune directeur général, dans une société qui était en difficulté, que je devais redresser, qui avait par ailleurs des conflits d'actionnaires, qui avait un nombre de conflits potentiels assez importants, donc j'étais finalement le récipiendaire, parce qu'à la fin, toutes les choses difficiles arrivent au directeur général. Si c'était simple, ce serait déjà résolu. Absolument. Et donc au final, là, comment donc tu t'es séparé de la DRH, tu as usé de coercition pour t'assurer que le directeur comprenne que c'était son intérêt de prendre en charge ce dossier, donc une méthode un petit peu, on va dire, dont t'es pas fier, mais qui était peut-être nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir réagir à des situations difficiles. Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Et qu'est-ce que tu as mis en place précisément pour faire en sorte que les intérimaires puissent repartir chez eux à la maison sans blessure? Alors, il y a eu plusieurs éléments. Donc, effectivement, j'ai utilisé à la fois les compétences et la compréhension du directeur d'usine, mais aussi des représentants syndicaux, dont j'étais patron du CHSCT à la place du directeur d'usine, et les représentants syndicaux et finalement les patrons d'équipe se sont réunis, ont déterminé finalement qu'il y avait un programme d'intégration qui n'existait pas et qu'il fallait mettre en place, y compris un programme de formation d'une journée, et y compris revenir finalement à la base, hein, c'est-à-dire quel est le minimum nécessaire pour qu'une usine fonctionne en sécurité dans le cadre d'une activité répétitive de process. Et donc on a défini la liste de ce qui manquait, de ce qu'il fallait mettre en place, et on a établi une feuille de route avec des points de contrôle chaque mois pour dire où on en est, qu'est-ce qui se passe. Et alors on avait des intérimaires qui n'étaient pas formés, mais on avait tout simplement des salariés qui n'étaient pas formés. Donc en fait c'était juste quelque part le symptôme qui montrait que l'organisation était défaillante à former ses salariés. D'accord.
on a remis à plat l'ensemble de l'organisation de ce point de vue-là, l'organisation de la formation, l'organisation de la sécurité, les processus d'intégration, et puis l'onboarding, aujourd'hui on appelle ça onboarding des salariés. D'accord, ok. Donc tu as découvert finalement un symptôme assez important au travers de tout ça, au travers de l'alerte que t'avaient donné les représentants syndicaux, c'est que finalement il y avait une défaillance globale de formation des salariés, à la fois en interne et puis les intérimaires que vous utilisiez. Et cette formation que tu as déployée pendant une journée, donc c'est assez conséquent pour remettre les choses à plat avec un plan d'action que tu as suivi, quel résultat ça a amené? Est-ce que ça pourrait être un élément qui a fait que tu as pu redresser cette société? Alors, on a en fait obtenu un résultat inattendu, c'est que les gens ont finalement augmenté leur productivité. Excellent. Donc, sachant que finalement avoir une personne formée, on est rapidement plus productif que si on a 2 personnes pas formées. Ça semble être du bon sens, mais parfois on l'oublie un petit peu. Voilà. Donc la formation qui au départ était une formation destinée à améliorer la sécurité des personnes s'est révélée tout à fait bénéfique pour l'entreprise. Et donc on a pu réduire le nombre d'intérimaires et de même améliorer finalement l'intérêt dans le travail, améliorer la qualité de l'engagement des gens qui étaient présents de façon permanente. Et donc, on a amélioré significativement la productivité. Ok, excellent. Et ça, c'est un petit peu le cadeau caché finalement qui se cache derrière la sécurité, c'est-à-dire on voit souvent la sécurité comme une contrainte et donc on va pas faire les obligations dont on a la charge. Et puis finalement, on se rend compte que en prenant soin, en formant, en s'intéressant, en donnant de la compétence aux personnes, quelque part, on a un autre résultat inattendu qui est non seulement ils repartent à la maison sans blessure, mais en plus on augmente la productivité. Donc c'est un petit peu ce que cette première expérience, cette première confrontation t'a apporté. Est-ce que tu voudrais bien, David, revenir sur quand même ta première confrontation avec la sécurité qui a été quand même quelque chose d'assez difficile? Alors on l'a passé un petit peu rapidement, mais je me dis que ça vaudrait le coup parce que à l'époque, donc tu travailles pour une société, t'es je crois technico-commercial et tu te pars le matin à 4 heures du matin, tu rentres le soir à 21h30 et tu as un accident de voiture. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur les circonstances qui ont amené à cet accident et les leçons que toi t'en as tirées et les leçons aussi que la société à l'époque a pu en tirer? J'ai 24 ans, je suis jeune technico-commercial, je me déplace pour aller chez mes clients, je prends l'avion à 4 heures du matin, je me lève à 4 heures du matin pour prendre l'avion, je prends une voiture de location et je passe 7-8 heures chez mon client pour faire des essais de produits sur sa machine à papier. Arrivé 20h, 21h, on remballe, je fais une trentaine de minutes de voiture pour aller à mon hôtel. Et là, sur le trajet, je m'endors. Et je m'endors alors que j'ai pas plus de 30 minutes de voiture. Et que, normalement, ça pose pas de problème, il n'y a pas de difficulté particulière. Je m'endors, je rate le virage. Et j'ai un choc frontal avec un véhicule qui vient en face. À 90 km/h. J'ai appris ensuite que le type avait été blessé également, qu'il a eu un mois de coma, mais qu'il s'en est sorti. Et moi, j'ai de multiples fractures, ce qui me rend effectivement, ce qui m'oblige à aller directement aux urgences, être rapatrié à Lille, être multi-opéré. Et la difficulté, c'est que dans ce genre de situation, on a souvent des fractures difficiles, fractures du pied qui vous empêchent de marcher, etc. Donc en fait, ensuite on peut rester handicapé de façon permanente. Alors j'ai un handicap aujourd'hui, léger, mais qui m'empêche aujourd'hui de faire du ski, de faire un certain nombre de choses. Voilà. D'accord. D'accord, donc ça c'est les conséquences. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Qu'est-ce que ça t'a finalement appris? Et qu'est-ce que la société, elle a appris aussi et qu'est-ce qu'elle a modifié suite à cet accident? Alors, la société a extrêmement bien réagi
puisque j'ai eu la visite de l'ensemble des dirigeants de l'époque, j'ai été écouté, j'ai été bien sûr ensuite à mon retour reçu, mais je crois que quelque part il y avait un angle mort au départ, c'est-à-dire qu'il faut être toujours à fond sur le terrain, on se préoccupe pas des horaires, les les gens vous encouragent à toujours en faire plus, à toujours être chez les clients. Et donc, quelque part, le temps de trajet qui est nécessaire pour aller chez le client ou pour rentrer chez vous, euh, il n'est pas pris en compte, en fait. Et n'étant pas pris en compte, la fatigue n'est pas prise en compte. Quelque part, être fatigué, à l'époque, ça n'était pas acceptable. D'accord. Donc, il y avait une culture du productivisme et de la performance qui poussait les gens à se dépasser ou à dépasser les limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris à ce moment-là en disant, et après j'ai eu les équipes commerciales, je leur disais, surtout, gérez d'abord votre propre fatigue. Parce que nous ne sommes finalement pas capables de gérer le sommeil, la fatigue, l'endormissement. C'est impossible de résister à ça. Donc voilà, ma grande crainte aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est qu'un de mes commerciaux, dans une activité dans laquelle je serai le dirigeant, s'endorme et se tue. D'accord. D'accord. Donc une histoire là qui aurait pu être dramatique, hein, parce que à 90 km/h s'endormir et percuter de front une voiture, avec les deux parties qui vont avoir une certaine gravité due à l'accident. Donc toi-même, tu as eu de multiples fractures, la personne a été dans le coma. Donc tu as mis du temps, hein, tu nous as dit tout à l'heure que tu as dû même avoir du fauteuil roulant. Donc une très bonne réaction de l'entreprise qui a bien réagi avec la visite des dirigeants qui viennent t'écouter, qui te reçoivent, etc., donc ils prennent soin de toi après l'accident. Mais finalement, ce que ça a révélé, la faille qui a été révélée à l'époque dans cette culture, c'est qu'il y avait un angle mort et que finalement il y avait peu de préoccupation des horaires et il fallait faire de la production, toujours en faire plus pour le client. Et donc c'était une culture du dépassement, hein, dépassement de soi ou dépassement des limites, mais finalement on a des limites. Et quand on les dépasse trop souvent, à un moment donné, on peut pas résister à des besoins naturels, des besoins physiologiques, qui sont des besoins de récupération, des besoins de sommeil. Et ça, c'est ce que t'as tiré comme enseignement. Est-ce que la société a mis en place, suite à ça, d'autres règles, d'autres manières de gérer, d'autres formations, d'autres indications, ou pas? Alors pas directement, en tout cas pas sur cette période, pas à brève échéance après l'accident, ça s'est passé plus tard. Hein, et ça allant jusqu'à effectivement des formations à la conduite, des restrictions sur les temps de travail qui ont été mises en place, mais beaucoup plus tard. Donc en fait là aussi il y a eu une prise de conscience, mais la prise de conscience c'est pas forcément traduite tout de suite dans les actions. Ça s'est traduit quelques années après. D'accord. Donc ça, c'est souvent, hein, on dit souvent, il faut prendre conscience de quelque chose pour changer et passer à l'action. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Entre la prise de conscience et l'action, il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, j'ai trouvé le mot dans la langue française, c'est le mot volition. C'est la volonté de poser des actions. Donc la volition, hein, donc les auditeurs pourront regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire, hein, c'est poser des actes de volonté. Et quand il n'y a pas encore, il peut y avoir la prise de conscience, mais pas suffisamment de volition, donc le passage à l'action ne se fait pas. Et donc là, ça a mis quelque temps, peut-être qu'ils ont eu d'autres accidents et ça a finalement éveillé un peu plus les consciences et la volonté d'action. Et toi, personnellement, donc qu'est-ce que tu as changé suite à cet accident et qu'est-ce que tu as... Alors, tu nous as partagé un petit peu ta préoccupation quant à des commerciaux la priorité qui gèrent leur propre fatigue en priorité. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon et comment tu utilises ça ou comment tu as pu utiliser cette expérience pour grandir? Alors, sur la période concernée,
Donc j'étais 24, 25 ans, j'étais encore jeune, hein, j'étais plein de certitudes, hein, qui se sont finalement que j'ai dépassé en prenant des responsabilités d'abord de manager puis de directeur général. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, à titre personnel, bon, je suis invincible, je suis extrêmement chanceux, je peux passer à travers l'ensemble des difficultés, il n'y a aucun souci. Mais lorsque l'on doit faire cet exercice pour les autres, en fait, on sait que ça ne va pas se passer comme il faut. On ne peut pas demander à nos équipes de prendre des risques qu'on ne prendrait pas soi-même. Et donc, à un moment donné, sur le moment, j'ai recommencé mon travail avec de la productivité. Ça a mis un certain temps à décanter pour que je puisse déjà dicter mes propres règles et ensuite que ces propres règles de bon sens, hein, que sont le fait non, je ne me lève plus à 4 heures du matin pour aller chez un client. Je finalement les dépasse pour les passer dans le fonctionnement normal de l'entreprise. Donc, j'ai eu une période de transition entre 25 et 30 ans, dans lequel j'ai maturé peut-être, et puis en tout état de cause, j'ai transcrit ce qui aurait permis de ne pas prendre ces risques dans un mode de fonctionnement que je pouvais transférer à mes équipes. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Donc, d'accord. En fait, c'est vraiment un chemin, la santé et la sécurité. Et c'est un chemin personnel d'abord. Ensuite, quand on a fait un bout de chemin personnel, on peut expliquer à d'autres personnes, ouais, venez, c'est par là, c'est mieux. D'accord, c'est excellent hein, ce que tu nous livres. La santé et la sécurité est avant tout déjà un chemin personnel. Hein. Donc effectivement, il faut soi-même arriver à expérimenter les choses. Hein, comme la société finalement a mis du temps à intégrer les leçons et à définir des actions pour éviter que ça se reproduise, toi-même aussi, tu as vécu ce temps d'intégration plus ou moins long. Et quand tu as eu finalement intégré et commencé à expérimenter des choses qui pouvaient être satisfaisantes, là, commencer à les partager à tes équipes, c'est ça? Alors, il y a un point important, je crois, dans le cheminement personnel, c'est le moment où, en tant qu'homme ou femme, on devient parent. D'accord. Hein? Et ce moment-là, moi, je l'ai vécu, j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 32 ans. Je pense que on peut percevoir que si on a des enfants tôt, peut-être qu'on va faire cette révolution personnelle plus tôt. Si on a des enfants tard, tant qu'on n'en a pas eu, on n'a pas cette conscience du fait qu'il faut qu'on rentre à la maison le soir. Donc je pense que c'est pour ça que dans toutes les actions de formation que l'on va entreprendre dans l'entreprise, c'est important de connaître son public et de savoir parmi les membres de son groupe de formation qui est parent, qui ne l'est pas. Celui qui est parent va sans doute entendre les choses avec une oreille différente de celui qui ne l'est pas. D'accord. Et donc, c'est vraiment très intéressant ce que tu es en train de nous dire. Hein, finalement, connaître son public. Et toi, ce qui t'a permis d'évoluer, d'effectuer ta révolution, comme tu dis, personnelle, c'est que finalement, tu es devenu papa. Et donc, comment on s'adresse à ces publics différents, à ceux qui sont parents et à ceux qui sont pas parents? Alors, pour ceux qui sont parents, on va pouvoir effectivement se projeter dans une relation de père-père en disant, avec nos enfants. Et donc, on peut être inclusif en disant avec nos enfants. On a envie, bien sûr, de les choyer et de pouvoir rentrer à la maison pour le faire chaque soir. Avec ceux qui ne sont pas parents, on va pouvoir effectivement plutôt s'attacher à d'autres types de relations, les amitiés, la famille. Mais on doit tenir compte du fait que celui qui n'a pas de lien avec un enfant ne peut pas savoir ce que c'est, tant qu'il ne l'a pas vécu, tout simplement. Donc il ne peut pas le concevoir. Et il ne peut pas imaginer son fils ou sa fille à la maison en train de pleurer et lui dans un lit d'hôpital pendant ce temps-là.
Tu peux pas le faire. Donc, il faut pouvoir trouver les mots en disant, vous avez de la famille, vous avez des parents, donc essayez de retrouver une relation qui leur est chère pour qu'ils puissent valoriser ce qu'on dit à travers ce filtre-là. Et je pense que c'est, finalement, en tant que dirigeant de société, à la fin, nous sommes tous des hommes et des femmes, et c'est en se mettant au niveau de l'homme et de la femme que l'on peut percer tous les filtres qui ont été mis en place par la société, filtres hiérarchiques, filtres sociaux, etc. Et de retrouver une communication d'égal à égal, de pair hier, pour pouvoir faire passer des messages beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simples. Tu veux rentrer à la maison ce soir chez toi en bonne santé ou avec 2 jambes en moins? C'est simple. D'accord. Ce qui est vraiment très intéressant, hein, merci beaucoup David là, pour ce partage. Hein. Donc tu nous expliques qu'effectivement il faut arriver à connaître son public pour pouvoir s'adresser à lui et finalement aller chercher ce qui va le motiver. Et ce qui va motiver un père, où on va pouvoir projeter avec la relation parentale, on peut pas le faire avec quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant, et donc il faut trouver d'autres leviers de motivation, d'autres éléments qui vont faire en sorte que la personne, oui, elle trouve un intérêt à prendre soin d'elle. Donc ça peut être c'est les amitiés, ça peut être la famille, mais ça pourrait être son chien, ses animaux domestiques, ça pourrait être ses hobbies. Donc à partir du moment où on crée finalement ce lien, où on arrive à trouver individuellement un lien qui peut faire que la personne a un intérêt à être prudente, là on commence à établir une relation qui va pouvoir être positive pour l'intérêt qu'on a de la santé et de la sécurité, c'est ça ? Oui, alors j'ai un autre exemple beaucoup plus tard, lorsque j'étais patron de l'usine roumaine, où j'ai demandé à un monsieur qui était en haut d'un silo d'acide chlorhydrique, pour être précis, sans aucune protection, aucune, à la fois contre le travail en hauteur, contre les EPI, rien, à total. À total. Qui avait été formé au travail en hauteur 15 jours avant, et qui avait une quarantaine d'années, et qui avait un fils. Donc j'ai demandé à mon chef d'équipe comment s'appelle son fils. Alors malheureusement le nom m'échappe aujourd'hui, mais donc j'ai demandé à la personne de descendre, et puis je lui ai posé la question. Et je lui ai dit, est-ce que tu aimes ton fils? Donc je lui ai donné, en donnant son prénom. La personne m'a regardé sans comprendre. Oui, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as envie de le revoir ce soir en rentrant à la maison? Et le serrer dans tes bras. Et là, il m'a dit, bien sûr, évidemment. Et là, la discussion allait en suivant. J'ai dit, non, tu l'aimes pas. Non, tu l'aimes pas suffisamment fort. Parce que là, tu as toutes les chances de ne pas le revoir. Et c'est toi qui as décidé ça. Moi, je suis ton patron, mais j'ai pas décidé que tu n'allais pas revoir ton fils ce soir. Je veux que tu rentres chez toi. Et donc, autour du fils, la discussion autour de la santé et de la sécurité, elle prend une toute autre teneur. On n'est pas dans la contrainte, on n'est pas dans l'explication des règles, de la sanction, etc. Mais on est dans, tu aimes ton fils ou tu l'aimes pas? Et là, on peut sans doute obtenir l'adhésion de l'intéressé à un certain nombre de conditions de travail qui font qu'il va rentrer chez lui le soir. Ok, je te remercie beaucoup David pour ce partage, parce que là tu reviens à des fondamentaux, finalement, c'est comme tu le disais, se remettre au niveau de l'homme et de la femme. On est des êtres humains avec notre vulnérabilité, notre sensibilité, et on peut des fois commettre des actes dangereux sans même percevoir les conséquences que ça pourrait avoir, et reconnecter la personne avec une réalité affective, d'accord, là tu vas chercher l'émotion de parents, donc je suis papa, donc je veux prendre soin, je veux voir mon enfant grandir, je les aime, donc le mot amour là est très puissant. Donc merci beaucoup pour ce partage, parce que finalement quand on est confronté à des telles situations, et
tous les jours, nos auditeurs sont confrontés à de telles situations où des personnes comme ça leur font la totale. Arriver à aller faire ce lien et cette prise de conscience et cette faire avec une force affective forte, ben, va faire en sorte que la personne peut changer sa manière de penser, sa manière de faire, sa manière d'agir en prudence. Donc merci beaucoup pour ce partage-là. Je sais que tu as beaucoup voyagé dans différents pays. Et je voudrais que tu puisses aborder un petit peu l'impact des différences culturelles sur la santé et la sécurité. Donc tu m'as dit, je suis allé en Turquie, là tu viens de nous partager une expérience en Roumanie, en Angleterre. Qu'est-ce que tu as vu de différent et qu'est-ce que tu as vu de commun dans la mise en place d'une culture santé-sécurité? Alors, c'est un peu justement le premier mot, c'est le mot culture. Et la culture est différente, bien sûr, d'un pays à l'autre, d'une unité à l'autre, hein, d'une unité physique et géographique à l'autre, donc entreprise à l'autre. Et la culture, en fait, pour moi, ça ramène directement à la question des hommes et des femmes, qui composent le groupe dans lequel on se trouve. Donc, culture, santé, sécurité, il y aura autant de culture, santé, sécurité qu'il y a de groupes constitués. Et donc, on ne peut pas s'affranchir des biais culturels. On peut absolument pas, et on doit les intégrer, surtout lorsqu'on est patron dans différentes géographies. Hein, donc, on peut. Et je pense que c'est une manière de dire autrement. On peut pas appliquer des règles qui ont bien fonctionné ou des méthodes qui ont bien fonctionné à un endroit et faire du copier-coller de l'autre côté. Le copier-coller, ça marchera pas. Donc sur le fond, je m'exprime, je m'explique un peu. Dans certains pays, la hiérarchie est très importante. Et donc en réalité, surtout si soi-même on est tout à fait en haut de cette pyramide, les choses que l'on pourrait dire en direct à un salarié vont en quelque sorte diminuer l'importance des relais qu'on a mis en place. Hein, donc c'est important de ne pas se retrouver dans une situation où on court-circuite l'ensemble de ces relais. Donc ça, je pense que c'est un biais culturel lié au fait que dans un pays, par exemple anglo-saxon, la hiérarchie est moins importante. Dans un pays, on va dire du Moyen-Orient ou de méditerranéen, c'est beaucoup plus important. Et donc, on peut pas se permettre d'ignorer ce point-là. Par exemple, en Angleterre, la culture de l'écrit est très importante. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc, ce que vous dites à l'oral, quelque part, ce sont des mots dans le vent. Et s'il m'est arrivé d'avoir des questionnements de la part de mes équipes en Angleterre qui disaient, alors ça, il s'agissait de demander aux gens de se garer en marche arrière. Hein, donc, réunion du matin, à partir de lundi, tout le monde se gare en marche arrière. Très bien. Ça a l'air simple. Hein. Et quelqu'un me pose la question, à partir de quand c'est officiel? C'est officiel, je viens de le dire. Et en fait, il leur manquait l'écrit qui allait mettre la chose sur le mur en disant, là c'est écrit, donc c'est officiel. Donc, là c'est encore un biais culturel. Donc, le fait est que chaque culture a ses biais qu'il faut connaître, surtout lorsqu'on est étranger soi-même, pour pouvoir gérer cet aspect des choses, y compris les aspects linguistiques, y compris les aspects hiérarchiques. Et donc, la seule solution qu'on peut avoir pour s'en sortir, c'est de revenir aux fondamentaux. Les relations entre les hommes et les femmes, et le fait que nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des femmes, et on peut s'exprimer d'une manière simple avec les gens, d'égal à égal, quel que soit le niveau de hiérarchie dans l'entreprise, si on le fait bien sûr avec tact, avec respect. Je donne un exemple concret qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais jeune technico-commercial chez Rocket. J'étais en Suède et je voyais tous les matins le patron de l'usine
prendre le café avec la dame qui faisait le ménage. Hein. Et donc, je prenais le café, ça a duré 5 minutes, et puis bon, ils échangeaient tous les jours. Hein. Et ça, c'était quelque chose qui culturellement était impossible en France. Parce que très très grande différence sociale, très peu de temps disponible, on peut le comprendre, mais finalement le directeur des usines en général choisit avec qui il va parler dans le voilà. Donc c'est culturellement très difficile. Et moi j'ai trouvé ça très bien au sens où, alors c'est une petite confidence personnelle, ma maman était femme de ménage. Donc on revient à l'essentiel. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui est important? Ce sont les hommes et les femmes. Ok, donc merci beaucoup pour ces apports. Hein. Là, tu nous as donné deux choses essentielles. Hein. Il faut connaître les biais culturels. Il y a des biais culturels dans les différents pays, donc chaque pays a sa culture. Finalement, même dans un pays, d'un site à un autre, il y a des cultures différentes. Même dans un site d'une équipe à une autre, il pourrait peut-être même y avoir des cultures différentes. Et donc connaître les biais, c'est fondamentaux. Et pour ça, il faut revenir à quelque chose d'essentiel, la relation que l'on entretient avec les personnes, donc les hommes et les femmes. Et c'est cette relation qui doit pouvoir s'opérer, peu importe le niveau hiérarchique. C'est ça hein, que tu nous... Oui, tout à fait. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. D'autres éléments en termes de différences culturelles ou d'autres éléments communs que tu pourrais nous partager, parce que là, c'est quand même des pays, on va dire, très différents, hein, entre la France, l'Angleterre, la Roumanie et la Turquie. On a un beau panel de ce qui pourrait représenter une Europe élargie. Oui. Alors des éléments communs pour moi, bien sûr. Enfin, c'est un des éléments que je prends en compte parce que c'est le ferment de ce que j'aime, hein, les relations humaines finalement. À partir du moment où on est dans le respect et finalement dans la dignité des personnes, quelles que soient leurs conditions, et qu'elles savent qu'on les respecte et qu'elles savent qu'on est sur le terrain une personne digne de confiance et que on les prend également à ce titre-là comme des personnes de confiance, on va pouvoir toucher la personne dans son... Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a deux niveaux hein, sur lesquels il faut agir tout le temps, c'est le cœur d'abord et la tête ensuite. Si on ne parle qu'à la tête et que le cœur n'est pas pris en compte, on n'obtiendra pas de résultat et on n'obtiendra pas un changement d'attitude ou un changement de culture. Donc il faut parler au cœur et à la tête. D'accord, mais au cœur en premier, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Hein, et là, tu nous apportes encore aussi beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Je te remercie, David. Hein. C'est revenir à l'essentiel de la relation, être dans le respect et la dignité de la personne. Les mots sont assez forts et souvent, on les oublie un petit peu. Hein, on oublie l'essentiel. On est, comme tu le disais tout à l'heure, jeunes focalisés sur le travail, sur la tâche qu'on doit faire, sur le dépassement de soi. Et les managers sont très forts hein, pour nous pousser à nous dépasser. Mais finalement, est-ce que c'est respectueux pour la personne? Est-ce que c'est respectueux pour l'organisation? Est-ce que c'est digne pour la personne? Est-ce que c'est digne pour l'organisation? Donc revenir à ces deux fondamentaux qui sont essentiels. Et tu nous as dit une autre chose, hein, donc s'adresser en premier au cœur, parce que c'est le cœur qui va diriger sur la tête. C'est ça un petit peu? Ouais. Ok, la raison, le cœur et la raison. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, donc ça c'est la chose culturelle. Enfin, c'est la chose commune entre tous les hommes, quelle que soit leur culture d'origine, leur localisation, leur croyance. Parce qu'on a aussi ce type de sujet parfois, des croyances différentes. D'accord. Et comment t'as pu aborder ces croyances différentes? Parce que je sais que dans certains pays, il y a des croyances qui sont quand même très opposées à celles que l'on pourrait avoir. Est-ce que toi, tu as été confronté à des croyances qui t'ont fortement déstabilisé? Oui, si on prend par exemple la masculinité, par exemple.
Ouais. Bon, être un homme. Il y a des sujets presque philosophiques. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce qu'on doit incarner dans certaines sociétés lorsqu'on est un homme? Ben, on n'a pas peur. On prend des risques, mais justement, ça fait partie de l'affirmation de sa masculinité. Hein, et puis, quelque part, c'est ce qu'attend la société de nous. Et je pense à la Turquie notamment. Et donc, on est dans un autre registre. On n'est pas dans le registre professionnel. On est dans le registre social, socioculturel. Et à ce titre-là, donc l'affirmation de quoi que ce soit est passée au filtre socioculturel. Et donc c'est important de le prendre en compte, surtout si on est dans un pays qui n'est pas le sien. D'accord. Je reviens sur la question de la masculinité, notamment dans les pays dans lesquels c'est une chose importante. Donc globalement, il y a toujours l'autre contrepartie, c'est de dire est-ce que tu ferais faire cette activité-là par ton épouse, par exemple? Ah ben non, parce que c'est une femme. Hein, et donc on peut s'en sortir en disant mais il n'y a pas de raison que tu prennes plus de risques. Mais si, je suis un homme. Et donc moi je pense à ces biais-là qui font que on peut avoir des gens qui ont une culture du risque beaucoup plus, qui sont prêts à prendre beaucoup plus de risques pour eux-mêmes et pour l'entreprise que on souhaiterait qu'ils en prennent fièrement à cause de ces affirmations un peu archaïques, on va dire, de masculinité. Voilà, donc voilà, moi j'ai détecté ça, par exemple, en Turquie. Alors que, par exemple, ces sujets-là ne sont absolument pas à l'ordre du jour dans les pays scandinaves, où les hommes et les femmes font les mêmes métiers. Hein, on va avoir autant de femmes caristes que de femmes dans les bureaux. Hein, donc ce sujet-là peut être vraiment à traiter. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots. D'accord. Bah écoute, merci parce que c'est très riche. Effectivement, toutes les pensées que va avoir une personne va passer à travers les filtres socioculturels qui sont très forts, qui vont installer des croyances, et ces croyances finalement vont produire des comportements qui vont être ou pas favorables à préserver sa santé et sa sécurité et celle des autres. Donc c'est très important ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. C'est déjà très riche. Tu nous as partagé quand même une expérience personnelle avec un accident grave qui aurait pu avoir des conséquences même beaucoup plus importantes que ce que tu as eu, même si elles ont été très importantes et que tu en subis encore les conséquences. Tu nous as partagé aussi tout l'aspect là de la dimension et des biais culturels. Donc vraiment merci beaucoup David. Est-ce que tu pourrais nous partager ou partager à nos auditeurs une expérience de culture santé et sécurité que tu as réussi? Un petit peu nous repréciser quel était le contexte, les étapes de la mise en place de cette transformation et les résultats que tu as obtenus. Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais m'appuyer sur une expérience plus récente de culture santé sécurité dans un laboratoire d'environnement. Donc, laboratoire agricole et d'environnement, dans lequel, tout simplement, il n'y en avait pas. Avant que j'arrive, c'était relativement simple. Donc, c'était une entreprise qui était en difficulté financière, qui avait différents sites de production, pas de leadership clair, puisque le directeur général était à Paris, venait une fois par mois. Enfin bref, c'était relativement voilà, l'entreprise était fonctionnait plus en mode associatif, on va dire. Les choses. Alors,
ce que j'ai pu faire, parce que c'était consubstantiel quelque part de ma mission, c'était de remettre l'entreprise sur les rails. Donc de commencer par définir une stratégie 3 à 5 ans. Hein, et je crois en fait, il y a un objectif en soi. Pour moi, la première responsabilité du dirigeant, c'est que tout le monde rentre en bonne santé le soir. C'est la première, s'il y en avait qu'une seule, ce serait d'ailleurs celle-ci. Hein, mais j'ai un autre objectif, c'est de s'assurer que l'entreprise va se positionner dans une trajectoire qui soit favorable. Hein, et pas seulement pour la rentabilité des actionnaires, hein, mais simplement pour sa survie, pour sa capacité d'investissement, sa capacité à grandir, etc. Donc malheureusement, j'ai pas le logiciel de la décroissance, je n'ai que le logiciel de la croissance. Et donc fixer le cadre. Et la question que je me suis posée derrière, c'est comment on embarque toutes les équipes. Alors, sur la qualité, je pense qu'il y a eu un travail de fait dans les années 80 qui a déjà porté ses fruits. Donc les gens savent ce que c'est qu'une certification qualité, connaissent l'impact d'une norme ISO sur le fonctionnement de l'entreprise. Du reste, une entreprise de laboratoire, c'est une entreprise accréditée. Donc, il y a déjà un fondement assez fort sur la partie qualité de l'organisation. Et puis, je me suis dit, de toute façon, la sécurité, ça vient avant la qualité. Hein, donc, on va remettre la sécurité là où elle devrait être, c'est-à-dire avant. Donc, on va parler aux gens, ce qui n'était pas le cas précédemment, de sécurité, et ensuite la qualité, et ensuite la performance. Parce que tout ça, ce sont finalement, faut mettre la locomotive d'abord pour moi. Donc j'ai effectivement commencé à leur parler de sécurité comme étant le premier sujet dans lequel chacun devrait s'interroger. Et c'était pour moi en fait, lorsque je l'ai fait peut-être de façon inconsciente, mais ça a été un choc pour eux. En fait, tout le monde était persuadé que j'allais prendre mon mandat en leur parlant de performance. Non, je suis arrivé directeur général d'une entité avec 220 personnes en leur parlant de sécurité. Donc il y a eu en quelque sorte un effet de surprise. Au départ, l'effet de surprise, ils se sont dit, ça va lui passer. Hein, mais ça, pas du tout. Hein, ça va pas passer du tout. Et donc en fait après vous avez, après tu as une cohérence que tu veux installer, c'est-à-dire tout le monde va commencer ses réunions par un questionnement sur la sécurité. On va ensuite à chaque fois qu'on va prendre les sujets, commencer par la sécurité, y compris les sujets de comité de direction. Hein. Donc, et tout doit passer par ce filtre-là. La sécurité, alors. Je sais que c'est un mal nécessaire, que quelque part la sécurité devrait être intégrée dans tout ce qu'on fait, mais c'est pratique, quelque part, de dire la sécurité d'abord. Hein, parce que ça remet les choses à leur bon niveau. Donc si le CODIR d'une entreprise commence par s'interroger sur la sécurité, et que chaque réunion de département commence par s'interroger sur la sécurité, ça finit par percoler dans l'ensemble de l'organisation. Donc il y a ce rôle, bien sûr, de rôle modèle de la direction générale. J'ai quelques sujets comme ça où je disais effectivement un poisson se meut par la tête, non pas par la queue. Même si c'est la queue qui bouge, c'est la tête qui conduit. Donc toujours remettre la sécurité en premier. Alors après, ça c'est passé bien sûr par un certain nombre de sujets que sont faire un audit, réaliser un inventaire de tous les sujets importants, mais on n'est pas au niveau de la culture, là, on est au niveau des moyens. Hein. Et pour moi, la culture, j'aurais tendance à dire, je reviens à mon point de départ, identifier dans les équipes, finalement, à quelle catégorie de personnes les gens appartiennent-ils. Ceux qui vont être moteurs, c'est-à-dire qui ont compris le sens de ce que vous voulez faire, de ce que tu veux faire, et vont faire partie des 10% qui vont conduire.
pardon pour l'expression, elle n'est pas très heureuse, le ventre mou des gens qui ne savent pas, qui sont les suiveurs, en fait. Hein, donc là aussi, on a 80% de gens qui vont suivre, et on a 10% de gens qui vont être des antis. Et malheureusement, très rapidement dans une organisation, si on a au sein du management des gens qui sont anti, il vaut mieux le savoir. Hein, pour pouvoir justement soit faire les accompagner pour les remettre en mouvement sur plutôt le bon profil, ou savoir que de toute façon ils vont ramer dans l'autre sens. Donc ça c'est un point important. Donc ensuite, en termes de structuration de la démarche, mais on est sur une démarche de long terme. Hein. Changer la culture d'une entreprise en moins de 3 ans, je ne crois pas que ce soit possible. Et on intervient au niveau des convictions des gens, des valeurs, finalement de tout ce qui n'est pas forcément verbalisé. Hein. Donc ça prend du temps, et il faut à la fois, quand je dis ça prend du temps, ça veut dire qu'il faut gérer ce temps avec soin, parce que des premiers succès vont être nécessaires pour convaincre les indécis. Que oui, certes, il y a un peu de manipulation, mais elle est faite avec tact, elle est faite avec respect, et finalement, les gens ne sont pas trop contre se faire manipuler s'ils sont d'accord. Oui, s'ils voient que ça leur apporte quelque chose, effectivement, ça peut même être bénéfique pour eux. Oui, alors donc, mais les gens sont pas dupes. Faut pas les prendre pour donc pas les prendre pour des idiots. Mais c'est par là qu'on va. Et dans ce cadre-là, on est dans son rôle de leader. Hein. Et donc on y va. Alors certains vont bien sûr y aller plus ou moins joyeusement, on va dire. Mais en tout état de cause, ils voient un intérêt pour l'entreprise. Alors, je donne un exemple que j'ai fait assez rapidement pour surprendre, là aussi. J'aime bien surprendre de temps en temps. Donc, réunion annuelle. C'était ma première réunion annuelle, dans laquelle donc j'avais réuni l'ensemble des salariés dans une même salle. On fait bien sûr la première discussion sur le premier moment sur la sécurité, hein, les sorties de secours, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a un arrêt cardiaque, etc. Et puis, un peu plus tard dans la réunion, après les discours sur la stratégie de l'entreprise et sur on a bien travaillé, etc., j'ai demandé à 7 personnes de monter sur scène, et j'ai demandé à chacun de les applaudir, en disant merci, vous êtes parce que les gens sont portés volontaires pour monter sur scène, mais ils ne savaient pas pourquoi. Hein, merci, vous avez accepté de prendre le rôle de l'accidenté cette année, parce qu'on avait 7 accidents par jour, par an, hein, et donc je demandais à 7 personnes de jouer ce rôle au nom de tous les autres. On vous remercie. Donc ensuite, elles découvraient par le jeu d'un tirage le type de malheur qui allait leur arriver. Et donc là, j'ai marqué les esprits parce que chacun a bien sûr beaucoup rigolé, hein, sur l'affection qu'elle ait touché l'autre, mais de se rendre compte que c'est concret, effectivement. 7 accidents. Alors, parfois sans conséquence, hein, une chute de vélo, un peu d'acide dans l'œil bien nettoyé, mais en disant, ben voilà, tu as perdu ton œil, donc hop, et puis on remettait le cache-œil à la personne pour qu'elle se promène toute la journée avec. Donc voilà, donc simplement marquer les esprits en disant les accidents, c'est concret, c'est Bruno qui a accepté de jouer le rôle de l'accidenté, ou c'est Martine qui finalement va se faire couper la jambe. Donc choqué, tout en sur le ton de la bonne humeur, tout en marquant que finalement c'est pas ta démarche, elle est pas feinte. Et en fait, je pense que tout le monde est capable de mesurer dans une démarche de changement, dans une démarche d'action pour notre culture santé-sécurité. Finalement, l'imposture va être rapidement démasquée.
Hein. Et donc, en fait, et pour moi, c'est une de mes fiertés euh, après avoir quitté cette société, et j'ai encore des relations avec eux, et les gens sont encore capables de citer mes phrases fétiches en disant ce qui ne peut pas être fait en sécurité ne doit pas être fait. Hein. Ceux qui sont conçus s'énoncent clairement. Donc les gens se rappellent des phrases que j'utilisais constamment pour pouvoir dire, voilà. Alors à la fin, ils le disaient à ma place. Mais c'est important parce que ça veut dire que quelque part, ils savaient que c'était pas fin. C'est que s'ils m'égratignaient sur un sujet, j'allais revenir à mes fondamentaux. Et non, on ne fait pas cette activité si elle peut pas être faite en sécurité. D'accord. Écoute, merci beaucoup David pour ce partage de cette expérience réussie qui, je vois, t'a apporté beaucoup de fierté, hein, où tu nous as expliqué un petit peu comment tu as réussi cette transformation de culture. Et la principale chose, c'était de dire comment embarquer les équipes sur une entité qui finalement n'a pas de culture sécurité. Alors, il y a toujours une culture, mais elle était pas favorable ou elle était très faible, on va dire. Et donc là, tu as repositionné finalement, tu as commencé par repositionner la valeur santé et sécurité comme une valeur prioritaire. Donc, parler de sécurité en premier, avant la qualité, avant la performance. D'accord. Et ça, tu as montré l'exemple, hein, tu as joué le rôle modèle en disant, ben voilà, si je le fais moi à mon niveau, je vais pouvoir le demander au niveau en dessous et encore au niveau en dessous, etc., etc. Donc excellent. Ensuite, tu as essayé d'identifier dans les équipes finalement à quelle catégorie de personnes tu avais affaire. Est-ce que c'était les gens qui allaient être moteurs, qui allaient t'aider, qui allaient être la locomotive qui allait tirer les wagons, ou est-ce que c'était le ventre mou, donc toute cette panoplie de wagons derrière à entraîner, qui peut représenter jusqu'à 80% des équipes, et puis ceux qui sont opposés, donc ceux qui sont anti, hein, qui peuvent représenter jusqu'à 10%. Et donc là, c'était soit de les accompagner ou de procéder différemment avec eux. Mais dans tous les cas, il fallait que tu puisses distinguer, ok, cette personne-là, elle est là pour m'aider, cette personne-là, elle est contre. Et puis finalement, tu t'es rendu compte aussi que transformer les états d'esprit des personnes, hein, leur manière de penser, leur manière de faire, leurs croyances, leurs valeurs, leurs convictions, tout ça, ça met du temps. Et que tu nous as donné une notion de temps avec la notion de 3 ans, donc pour réussir à faire cette transformation, et que finalement il faut gérer ce temps. Il faut gérer ce temps et pour ça, il faut faire preuve d'originalité pour marquer les esprits. Et donc tu nous as montré un exemple que tu as pu utiliser pour marquer les esprits en faisant monter lors d'une allocution sur la stratégie annuelle 7 personnes, voilà, pour leur faire prendre conscience avec des petits jeux de rôle, voilà, pour marquer les esprits et faire que les choses se mettent en place. Donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience, hein, qui t'a apporté beaucoup de fierté. En tous les cas, tu nous en parles avec beaucoup de fierté et je t'en remercie. Est-ce que dans ta carrière, alors moi je le sais, mais nos auditeurs ne le savent pas, et je voudrais savoir si tu serais d'accord pour nous partager aussi quand tu as pris tes fonctions, je crois que c'était en Roumanie, donc tu viens juste d'arriver comme directeur général et il y avait eu un accident mortel. Est-ce que tu voudrais éventuellement nous en parler et comment tu as pu aborder ça, toi, tu viens d'arriver, nommé directeur général, et suite à un accident mortel, nous résumer un petit peu ce qui s'était passé et comment tu as pu gérer cette situation et en faire peut-être un levier de transformation. Alors, juste, si tu permets, je voudrais revenir un instant sur ce que je disais juste avant, pour expliquer la gestion du temps. C'est-à-dire que globalement, la première année, on va dire, ou le premier mois, on va mettre en place des règles d'or. Hein? D'accord, on met en place des règles d'or. La deuxième année, on va ajouter le Gamba Walk. Hein? La troisième année ou la quatrième année, on va ajouter les indications de performance qui vont conditionner la participation. Mais on peut pas tout faire le même jour, hein, parce qu'il y a une montée en adhésion qui va se faire au fur et à mesure du temps, y compris en disant ça n'a pas marché, donc on arrête. Ça marche, donc on continue.
Dans les initiatives qu'on porte et les équipes, parce qu'elles vont venir avec des initiatives à la fin, en disant bon par exemple sur les EPI ou sur les choses qu'on demande aux gens de faire de façon systématique pour protéger un certain processus, des fois ça marche pas. Donc il faut être capable d'être cohérent en disant si ça marche pas, on va l'arrêter. Mais si ça marche bien, on va le continuer. Donc cette gestion du changement, les équipes doivent y voir parce qu'elles sont toujours témoins de ce qui se passe. Et elles sont pas bêtes. Donc elles voient ce qui marche et ce qui marche pas. Hein, et donc elles vont avoir des choses à y gagner, parfois du temps, du pouvoir, la flexibilité, et parfois elles vont avoir des choses à y perdre. Et donc il faut gérer aussi cet aspect. Le changement, c'est finalement qu'est-ce que les gens ont à perdre, à changer. Si on le comprend, on peut en discuter avec eux en disant tu vas perdre du temps, oui. Certes, il faut que tu t'habilles pour aller faire cette activité-là, alors qu'avant tu t'habillais pas. Tu protèges. Mais en échange de quoi, parfois, il faut dire ce temps-là, est-ce qu'il est comptabilisé comme du temps de travail? Enfin, il y a tout un tas de sujets, des fois, très simples, en disant est-ce que je pointe avant ou est-ce que je pointe après? Donc il faut apporter les réponses à ça et reconnaître que les questions que les gens posent sont pas des questions idiotes. Si on dit vous faites ce que je vous demande, on va pas être tout à fait dans le respect. D'accord, ok, donc on revient à la notion de respect et de dignité. Mais merci beaucoup pour cet apport complémentaire très très important. Hein. Cette gestion du temps, finalement, qui est une gestion aussi du changement. Et il faut être progressif. Hein. Donc là, tu nous as donné des indications. Par exemple, la première année, mettre en place des règles d'or. La deuxième année, les Gemba Walk. La troisième année, les indicateurs de performance. Mais ce que tu nous as dit qui est particulièrement intéressant dans cette gestion du changement, c'est toujours avoir finalement le feedback de l'adhésion des personnes. Et ça, il faut procéder par ce que j'appelle essai, erreur, ajustement, persévérance. Donc, on lance une initiative, on regarde comment ça répond, est-ce que ça répond de manière favorable ou défavorable, et on fait des ajustements de manière à ce qu'à un moment donné, ça se focalise sur quelque chose qui va être favorable et où les gens voient les intérêts qu'ils y ont, parce que ils sont confrontés tous les jours à vivre les résultats des décisions. Et une autre chose que tu nous as dit qui est très importante, c'est que finalement les personnes peuvent avoir des questions et qu'il n'y a pas de questions inutiles ou d'accord, derrière une question il y a vraiment une recherche de compréhension et c'est une opportunité dans la manière dont on va y répondre de pouvoir obtenir leur adhésion. Écoute, merci beaucoup pour cet ajout complémentaire. Si tu veux encore ajouter, n'hésite pas. Non, c'est bon, mais c'est parce que expliquer que le temps, en fait, c'est un temps long. On est bien sur une qui est donc je disais les gens sont pas dupes, donc faut pas les prendre non plus pour des témoins non actifs. Ce sont des témoins actifs, parce que sinon ça va pas marcher. Et quelque part ils vont être aussi à un certain moment critiques, mais la critique est bonne à prendre et il faut absolument l'entendre. Voilà. Et si on a établi ce jeu d'auto-évaluation, on arrive effectivement à faire globalement avancer les gens dans la bonne direction, même si on n'a pas 100% bon, si on a déjà 90% bon, c'est déjà bien. Ok, voilà. Super. Écoute, merci beaucoup David pour ce complément vraiment très riche. Donc voilà, est-ce que alors, je reviens sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. L'entreprise roumaine est disons, une expérience mal réussie et en tout cas moins bien réussie. Alors, c'est intéressant. Donc, le contexte était particulier, une entreprise roumaine, industrielle, avec beaucoup de défis à relever, donc des difficultés économiques. Et j'arrive effectivement après un décès d'un jeune de 19 ans dans une activité de packaging, dans lequel finalement le jeune on lui avait donné comme information et comme consigne de enlever la sécurité du robot de palettisation pour remplacer les intercalaires en carton entre les lits de sacs de 25 kilos. Et ce jeune a été effectivement tué par le robot. Il a été pris dans l'axe de mouvement du robot et il a eu la nuque brisée. Ses deux parents travaillant dans l'entreprise
C'était d'ailleurs une entreprise dans laquelle il y avait 20 familles qui travaillaient, globalement, sur 120 ou 130 personnes. C'était les gens de la ville, le local, et c'était donc des familles très nombreux membres d'une même famille travaillaient dans l'entreprise. Il y avait aussi une situation de corruption des chefs, corruption intellectuelle et financière, on va dire. Donc un peu de respect pour pour la hiérarchie. On avait une situation quasiment de sinistrose dans la ville concernée, parce que c'était une ville qui avait été marquée par beaucoup de fermetures d'usines. Donc un climat très très lourd, dans une Roumanie un peu arriérée, pour dire les choses très simples, avec beaucoup de problèmes sociaux. Et le management était délocalisé. Donc le management était en fait assuré par une équipe italienne qui venait une fois par mois un peu faire l'hélicoptère, et qui n'était pas incarné localement. Donc beaucoup de difficultés. Alors donc dans les facteurs de non-réussite d'un changement de culture sécurité, à part quelque part moi qui m'agitais comme directeur général de l'entité sur le site, il y avait cette notion qui est très destructrice en fait pour moi, d'hélicoptère. On arrive, je vais dire les choses, on aboie des ordres aux équipes locales et on repart. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir absolument zéro adhésion du personnel. On n'a absolument pas fait la gestion du traumatisme. Il y a eu un traumatisme dans l'entreprise, avec un jeune qui est mort, avec les parents qui étaient en face de nous tous les jours avec leurs yeux pour pleurer. Il n'y a pas eu de gestion de l'humain. Alors c'est justement là où j'ai quelque part failli, c'est de pas pouvoir gérer l'humain, pas savoir gérer l'humain, avec un problème de langue clair. Je parle pas le roumain. Les salariés ne parlent pas autre chose que le roumain. Donc, si on n'a pas bien traité les gens qui ont eu un malheur dans leur famille, on ne peut pas obtenir le respect du reste des salariés. Et puis, il y a un autre point très important, c'est l'incertitude sur le futur de l'entreprise. Quand les gens ont la conviction que quoi qu'il arrive et quoi qu'il va se passer, l'entreprise va fermer, on n'obtient rien. On ne peut pas obtenir de progrès alors que les gens le nez à la fenêtre. Ok, bah écoute, merci beaucoup de nous partager cette expérience qui était somme toute difficile, donc un contexte que tu nous as écrit vraiment complexe, avec un jeune de 19 ans quand même, à qui on avait demandé d'enlever des dispositifs de sécurité pour rentrer dans une machine automatisée avec un robot, et donc elle se prend le robot, elle se fait briser la nuque et elle décède. Les parents travaillent dans la société, la région est au bord du sinistre, avec de nombreuses usines qui ont fermé, et il y avait une gestion, alors j'aime bien la terminologie, par hélicoptère, donc je prends mon hélicoptère, je me déplace, j'aboie des ordres, et puis hop, je repars avec mon hélicoptère dans ma zone. Et donc là, les éléments que tu nous dis, ils sont assez importants, tu reviens vraiment sur des notions humaines fondamentales, et je t'en remercie, David, parce que finalement la santé et la sécurité, c'est s'intéresser aux hommes et aux femmes qui travaillent, qui constituent les organisations. Parce que là, tu t'es rendu compte que il y avait eu un gros traumatisme, et finalement, peut-être que ce traumatisme, il n'a pas été géré. Alors peut-être qu'à l'époque, t'avais pas les outils pour pouvoir, je dirais, l'appréhender, parce que c'est pas évident. Je veux dire, on évolue en même temps qu'on est confronté à des situations.
Et des fois, on n'a pas toujours les armes, hein, donc la gestion du traumatisme. Et finalement, tu nous dis que de bien traiter les gens quand ils ont vécu un malheur, c'est essentiel. Et que, en plus, là, tu rencontrais un problème de langue. Donc, en fait, tu pouvais pas t'exprimer directement avec les parents, avec les collègues. Donc, toi-même, tu étais limité dans ta possibilité de pouvoir comprendre, atténuer, écouter et gérer ce traumatisme. Et en plus, quand tu rajoutes à ça une incertitude sur l'avenir de l'entreprise, tu as un cocktail, je dirais, qui est quand même assez difficile à déminer. Donc, merci pour le partage de cette expérience. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur cette expérience ou pas? Non, je crois que rien que d'en parler, je suis déjà un peu ému, hein, et donc effectivement, c'était presque pour le dirigeant que j'étais à ce moment-là une leçon en disant, j'ai à titre personnel, à la fin, la leçon est allée assez loin parce que j'ai fermé cette usine, hein, et donc l'expérience humaine a été extrêmement forte. Et puis j'ai contribué et j'ai participé finalement à mon corps défendant parfois à la fin d'une réalité, à la fin d'une entité industrielle. Hein, et je pense que quelque part, cet accident mortel a été un facteur d'accélération. Parce que on s'est dit, pour mettre l'usine aux normes, pour mettre la qualité aux normes, pour mettre la sécurité aux normes, il y a beaucoup d'investissements à réaliser. Ces investissements vont à l'encontre de la réalité économique. Donc, il faut prendre une décision. Que fait-on? Finalement, ça a été un facteur d'accélération de la décision de fermer cette usine. Et cette décision ayant été prise, tous les éléments que j'ai précisés avant, les éléments psychologiques, les éléments de changement de culture d'entreprise, les changements de formation, on n'a pas suffisamment parlé de la formation des équipes, ont été mis quelque part en retrait par rapport à la réalité économique. D'accord. Écoute, merci en tous les cas de partage. Je vois que ça te touche encore beaucoup et c'est normal. Hein, c'est quelque chose d'assez difficile que tu as vécu. Et je te remercie de nous partager. Hein. Mais on voit toute la difficulté quand une entreprise a pris trop de retard et que la situation économique n'est plus favorable. À un moment donné, on arrive à un point où la réalité nous rejoint et il faut prendre des décisions difficiles. Et tu as dû prendre des décisions difficiles pour faire arrêter cette réalité industrielle localement. Donc merci beaucoup, c'est très riche d'apprentissage. Il y a un autre sujet que je voudrais évoquer maintenant avec toi, et tu en as parlé dans une expérience tout à l'heure. Il n'y avait pas de leadership clair quand tu nous as dit, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de leadership clair. À plusieurs reprises, tu nous as parlé d'un leadership qui était délocalisé, qui était soit en Italie, qui était soit à Paris, qui n'était pas local. Selon toi, comment tu définirais un leader santé et sécurité? Donc un leader santé et sécurité, pour moi, c'est une personne qui est capable d'influencer justement la transformation de la culture. C'est quoi les caractéristiques? Comment tu le définirais? C'est quoi les caractéristiques d'un leader qui peut engager une transformation de culture santé et sécurité? Alors c'est une vaste question. C'est une vaste question parce qu'en fait, pour moi, la question du leader santé-sécurité n'est pas dissociable de la question du leader. Oui. Voilà. Et donc, en fait, ça revient à la question de qu'est-ce qu'un leader. Oui. Et donc, le rôle que l'on peut faire jouer un leader, on a différents types de leaders, on a différents types d'organisations dans lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer, mais on aura toujours, selon la position de ce leader dans l'organisation, la question du rôle modèle, on va dire, du rôle modèle et de l'exemplarité. Donc c'est une des premières questions que voient tout de suite les salariés, c'est la question de la sincérité.
Donc l'exemplarité et la sincérité, je veux dire, les deux sont liés. On peut pas jouer ce rôle. En fait, c'est un rôle qu'on ne joue pas. Et d'ailleurs, c'est très simple. C'est pas toi qui décides que tu es un leader. C'est les autres qui voient en toi un leader. Hein? Et donc, quelque part, se pose pas la question de tiens, je vais jouer le rôle du leader. Non. Je suis sincère dans mes convictions, je les affirme, je les explique, je les transmets. Mais de fait, ça pourrait être de la santé-sécurité, ça pourrait être de la satisfaction client, ça pourrait être de la qualité. En réalité, c'est un ensemble de convictions qu'on veut partager. Hein? Donc le leader, c'est pour moi celui qui partage ses convictions, qui est capable de les exprimer dans un langage que, quel que soit le public qu'il a en face de lui, que ce soit montant vers sa hiérarchie et les actionnaires, la direction générale, etc., ou vers le public correspondant à ses équipes, ou ça peut même être parfois même à l'extérieur de l'entreprise, hein, les prestataires, les partenaires, les intérimaires, etc. Donc en fait, le leader santé-sécurité a des convictions, parfois qu'il a pu élaborer, parfois qui sont encore un peu frustres, mais c'est normal, c'est son cheminement personnel, mais qu'il est capable de transmettre. Et qu'il est capable de transmettre en sachant qu'elles sont assises sur un socle de valeurs. Et valeurs, en général, on n'y déroge pas souvent, voire même pas du tout. Hein? Donc c'est déjà, je pense, une personne de valeur qui a des convictions, qui est sincère, qui est capable de les transmettre avec simplicité, respect des gens avec lesquels il est en lien, que ce soit parfois même sans être d'accord, hein, avec par exemple une hiérarchie. On peut se dire, ben voilà, là il faut absolument mettre un investissement à cet endroit-là, parce que voilà, et qui est prêt à s'engager et à y mettre même des lignes rouges. Parce que je pense notamment à la question des investissements qui ne seraient pas réalisés ou des points de désaccord avec une direction générale. On peut être, on n'est pas tous directeurs généraux, donc parfois on peut se retrouver du côté où il faut convaincre. Et puis, de la même façon vis-à-vis des salariés, en disant attention, là il y a une ligne rouge, hein, et donc de faire arrêter des activités. Si par exemple on voit que des activités se réalisent alors qu'elles sont dangereuses. Donc là, on va être capable, en tant que leader, de faire prendre ou de prendre des décisions, même sur le moment. Ok, ben merci. Écoute, David, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux me rajouter avant que je fasse une petite synthèse de tout ce que tu viens de nous dire, qui est extrêmement très riche? Oui, c'est la question de la gestion de la pression. Ah, excellent. C'est-à-dire qu'un leader santé-sécurité doit être à la fois capable de gérer la pression qu'il reçoit, des salariés en montant quelque part vers la hiérarchie en disant « Monsieur, ça c'est insupportable, c'est intolérable, etc. » ou des salariés, ou de la direction en disant « Oui, la productivité, oui... » Voilà, donc, doit être capable de gérer cette pression, on va dire latérale, parce que j'aime pas le côté montant-descendant, mais latérale en disant je suis entre les deux, entre des intérêts qui peuvent être divergents, des intérêts économiques et des intérêts de santé et de sécurité. Et donc ça, c'est quelqu'un qui a du recul pour être capable de gérer beaucoup de choses contradictoires en général. Aller vite, c'est en général très bon pour la productivité et le PNL de l'entreprise. Ça l'est souvent moins pour l'hygiène, santé, sécurité. Écoute, merci beaucoup pour le partage. Je vais avoir une question, mais je voudrais faire une petite synthèse, parce que là, tu nous as donné des caractéristiques d'un leader qui serait capable de faire une transformation de culture. Donc, tu nous as parlé de rôle modèle, d'exemplarité, tu nous as parlé de sincérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses convictions, mais vis-à-vis aussi des autres personnes. Tu nous as parlé, c'est une personne qui est capable de transmettre, de partager
ses convictions, c'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est quelqu'un qui est capable de s'engager en posant des limites claires sur ce qui va être acceptable et non acceptable, et c'est quelqu'un qui est capable de gérer la pression. Donc la pression à la fois qu'il reçoit, un petit peu comme quelqu'un qui est entre le marteau et l'enclume, hein, qui reçoit ou qui donne, d'accord, à un moment donné, le leader, il est toujours quand même au milieu de quelque chose et il doit être capable de gérer des intérêts divergents. Et de gérer cette pression et des intérêts divergents. Alors justement, toi, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu arrives à gérer cette pression et comment tu arrives à gérer ces intérêts divergents? Est-ce que tu as des techniques, des tips que tu pourrais partager à nos auditeurs? Alors j'en ai utilisé un, c'est pas moi qui l'avais décidé, mais ça a été extrêmement favorable. Dans l'imaginaire d'un salarié, l'idée qu'une usine s'arrête est absolument choquant quelque part. Qu'elle s'arrête, qu'il puisse arrêter l'usine, que lui ait le droit d'arrêter l'usine. C'est quelque chose d'inconcevable. Parce que justement, l'usine, il y a un mécanisme d'aliénation de l'ensemble des humains à la machine. Et donc, être capable à un moment donné de marquer les esprits en disant, alors cette décision était une décision du groupe pour lequel je travaillais, mais qui était destinée justement à marquer les esprits en disant, on arrête l'usine. Alors, en bon ordre, hein, ordre qui permet de mettre l'usine justement en sécurité, en capacité de redémarrer. Mais on arrête l'usine pour parler de sécurité et en expliquant à chacun que vous avez le droit et le devoir d'arrêter l'usine quand si la situation le nécessite. Ça, c'est quelque chose qui est très marquant et qui va vraiment permettre de remettre le dialogue au bon niveau. C'est-à-dire, oui, c'est d'abord vous, non, n'est-ce pas? Le reste, c'est du business. Ça n'est que du business. Ça, pour montrer que, finalement, l'entreprise tient ses salariés en plus haute estime que le profit. Et ça, je pense que c'est un tips important. Et alors, on va y revenir. L'autre chose très importante pour moi, c'est bien sûr les rituels. On va en parler peut-être pour la réunion du matin, mais c'est la capacité du dirigeant, d'une unité, d'un atelier, d'un site, à aller sur le terrain et à bien dire bonjour. Hein, alors, bien dire bonjour au sens je suis pas là pour faire de la prétention, je joue pas un rôle. Et je vous dis bonjour en tant que vous, je vous connais, c'est qui vous êtes, c'est pourquoi vous êtes important pour l'entreprise, etc. Donc c'est un vrai bonjour, un bonjour sincère. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point très important, et surtout pour un jeune dirigeant dans une unité industrielle, d'aller au contact du terrain, dire bonjour aux gens. Et c'est pas du temps perdu, hein, c'est du temps investi. Ok, merci beaucoup pour les compléments, vraiment David. Alors moi, tu me dis des choses qui sont assez extraordinaires, hein, tenir les personnes en plus haute estime que les profits. Ça, c'est quand même quelque chose de fort, mais c'est très important parce que ça permet de marquer les esprits pour être sûr que tenir les personnes en plus haute estime que les profits, pour ça, il faut marquer les esprits et leur donner le droit et le devoir d'arrêter une ligne si les conditions de sécurité ne sont pas présentes. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Vraiment, je te remercie pour le partage de ce type, parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, hein,
soit on est aliéné à la machine, ou soit on se désaliène, et à un moment donné, on reprend et on remet au centre qui crée la valeur dans une organisation. Donc, de qui doit-on prendre le plus grand soin? Pour qui doit-on avoir le plus d'estime? C'est vraiment important. Donc, vraiment, merci. Puis en plus, ton tips vraiment simple mais puissant de se déplacer sur le terrain, d'avoir ce rituel de se déplacer sur le terrain, connecter avec les gens et juste au moins leur dire bonjour, un bonjour sincère, la notion de sincérité, de connexion, de relation finalement humaine est vraiment fondamentale chez toi. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Si tu devais partager, allez, 3-4 facteurs clés, si tu devais partager, allez, tu voudrais donner un conseil à un directeur de site qui doit engager une transformation de culture, quels seraient les 3 ou 4 conseils que tu pourrais lui donner pour être sûr qu'il va pouvoir réussir cette transformation de culture? Alors, c'est compliqué parce que ça va dépendre à chaque fois des circonstances rencontrées par la personne. Au-delà du rôle modèle du dirigeant et de son discours assez permanent sur le fait que c'est sa priorité et c'est pas une fausse priorité, je pense que il y a que 24 heures dans une journée. Donc en fait, il faut s'assurer, comme dans toute disposition, que quand on n'est pas là, les choses se font comme on a pensé qu'elles devraient se faire. Donc il y a la question des relais et des leaders d'opinion. Donc identifier rapidement dans son organisation qui vont être ces relais naturels de par leur position. C'est sûr que le responsable de la CHSCT va être un relais normalement naturel, ou la DRH devrait être un relais naturel, mais il peut y avoir des leaders d'opinion, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins intéressés au sujet. Donc de bien identifier dans une entreprise les relais, et donc de bien identifier en creux, là où on n'a aucune idée de quelle est la maturité d'une équipe ou d'un département ou donc identifier ces angles morts, on va dire. Donc on sait où on a des forces et on sait où on n'a pas d'infos. Et donc si on n'a pas d'infos, c'est qu'a priori c'est pas bon. Pour pouvoir se dire, là il faut que je travaille parce que j'ai aucune idée de savoir quelle est la maturité de l'équipe sur ces sujets-là au sein de. Donc trouver à chaque fois le moyen de changer cette terrain incognita en quelque sorte en disant tiens là je connais à travers la paire de lunettes de un tel dont je sais qu'il est acquis à la question de l'hygiène santé sécurité que dans son équipe tout n'est pas rose, tout n'est pas au même niveau, et donc on sait où mettre les efforts par procéder par petites touches pour essayer de mettre à chaque fois des relais positifs qui vont véhiculer les messages qu'on souhaite apporter aux équipes. Parce que on est filtré, que ce soit la direction générale vers les équipes ou les équipes vers la direction générale, il y a des filtres. On est filtré en permanence. Donc savoir qu'au moins cette dimension culturelle, cette dimension santé, sécurité, elle est moins filtrée. D'accord, ok, mais merci beaucoup. Donc je comprends. Je sais que la question n'est pas facile. Donner 3 ou 4 conseils, ça dépend bien évidemment du contexte dans lequel chacun se retrouve. Les contextes peuvent être différents. Par contre, tu nous dis que d'identifier les relais, les leaders d'opinion, c'est particulièrement important, notamment les relais ou les leaders d'opinion qui vont être favorables à la transformation de la culture, favorables à la sécurité. Donc, il faut pouvoir évaluer la maturité d'une équipe pour identifier les angles morts. Alors, comment tu procèdes la petite question, comment tu procèdes quand tu as des leaders d'opinion qui sont défavorables, ce que moi j'appellerais des leaders toxiques? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as déjà été confronté à de telles situations? Et comment tu as pu gérer ces leaders, entre guillemets, toxiques, c'est-à-dire très défavorables à la transformation de la culture santé-sécurité? Alors, malheureusement, je vais dire les choses comme je les ai vécues, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de m'en séparer. Parce qu'au bout du bout, soit la personne est quelque part à une conviction qui est soluble
dans le dialogue, et elle va être finalement tôt ou tard transformable et pouvoir s'adapter à une nouvelle réalité, en tout cas être d'accord sur le fait qu'elle va pas dire l'inverse de ce que vous souhaiteriez qu'elle dise. Soit elle est, par exemple, mordicus, elle va pas être capable de changer. Je prends un exemple très simple, à la fin c'est très très concret, hein. Le téléphone volant, hein. J'envoie des textos en conduisant. Et je suis patron d'une équipe commerciale. Et à un moment donné, il faut pouvoir faire changer cette personne-là, parce qu'elle a ce rôle d'entraînement. Et si elle ne l'a pas, je montrais que ça devient finalement que la ligne rouge qui était loin au départ et qui était simplement théorique, bah, la ligne rouge va se rapprocher. Et alors on lui explique à force de conviction en disant que c'est voilà, c'est son rôle, c'est sa responsabilité, c'est son devoir, c'est sa devoir personnel et moral et de patron d'équipe, et de dire, bah, à un moment donné, comment peux-tu penser que je vais te laisser continuer à faire ce que tu fais, alors que je dis à l'inverse à tes équipes qui sont sous ta responsabilité de ne pas le faire. Donc, à un moment donné, on va devoir se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et comment gère-t-on ce désaccord? D'accord. Ben écoute, merci. Je pense que effectivement, j'aime bien ta méthodologie qui est toujours très respectueuse de l'être humain finalement. Tu vas te poser la question, est-ce que je peux être capable d'influencer cette personne de par mes convictions, de lui faire changer sa manière de penser ou sa manière d'agir. Donc, si c'est possible, je laisse la possibilité à la personne d'évoluer et de changer pour son intérêt et pour l'intérêt de l'organisation. Et si c'est pas possible, à un moment donné, il faut savoir aussi avoir le courage du dirigeant et se séparer des éléments qui sont toxiques et pas forcément attendre l'accident grave. Écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Un directeur d'usine qui voudrait se lancer dans une transformation de culture. Je vois que le temps passe. On a déjà beaucoup échangé et c'est vraiment un vrai plaisir d'échanger avec toi. Tu nous apportes beaucoup de choses. On sent ta dimension humaine très présente. Tu nous as partagé beaucoup d'histoires personnelles, réussies, personnelles, non réussies, professionnelles, réussies, professionnelles, un peu plus difficiles à gérer. Donc, je te remercie beaucoup pour tous ces apports. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, partager à notre auditoire sur la santé et la sécurité? Alors, pour moi, oui, juste une petite chose. Je pense qu'on est tous quelque part des pèlerins. J'aime bien le bâton, qui fait un marché. Et on est des pèlerins sur un chemin sur lequel on progresse avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'écueils parfois. Et se pose la question que je me pose toujours aujourd'hui, qui est simple, c'est de dire, finalement, j'ai pas de méthode qui marche pour tout le monde. J'ai pas de compréhension fortement inscrite dans une génétique, on va dire. Mais la question qui est derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on inspire nos équipes? Que ce soit sur le sujet de la santé-sécurité, qui est le premier sur lequel j'aimerais les inspirer, et puis ensuite sur la performance globale, professionnelle, financière, économique, etc. Mais en tête à tout, comment on inspire des plus jeunes ou des moins jeunes en tant que dirigeant de société. Et voilà. Donc simplement de dire, je reconnais avec humilité que c'est mon chemin. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Alors moi quand même, parce que c'était normalement une phrase de conclusion, mais je voudrais quand même rebondir, parce que comment est-ce qu'on inspire nos équipes à la fois à prendre soin d'elles et à la fois à prendre soin du business? Est-ce que là aussi, tu pourrais nous partager un ou deux tips de toi, comment tu procèdes pour générer cette inspiration? Alors, je crois beaucoup, c'est peut-être le seul que je peux donner parce que c'est pas évident, je crois beaucoup à la discussion
one-to-one, on va dire, pardon pour l'anglicisme, un à un. Et je crois beaucoup au fait de prendre le temps d'aller marcher avec la personne avec laquelle on pourrait être éventuellement en désaccord. Par exemple, ce que tu disais tout à l'heure sur une personne qui va pas adhérer du tout. Quand on est côte à côte, sur un chemin, en train de converser, on va dire. Je pense que la puissance de la conversation, qui est un moment assez unique, hein, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne marche. Hein, en tout cas, dans le cadre professionnel, c'est assez rare de marcher avec quelqu'un. Hein, donc voilà, c'est de prendre le temps, de prendre 15 minutes, 30 minutes, d'aller marcher avec une personne que l'on souhaite comprendre d'abord, écouter ensuite, puis éventuellement à qui on pourrait donner, pourquoi pas, un conseil, ou peut-être plus qu'un conseil. Hein, donc voilà, de se dire, il y a beaucoup de puissance dans cette simple fait, dans ce simple fait de prendre le temps d'aller marcher avec une personne, ce qui permet à chacun d'être les deux pieds sur terre, au même niveau, et en tout état de cause d'avoir une conversion qui est en apparence peut-être neutre, mais qui en réalité ne l'est pas. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour ce tip. C'est vraiment très simple, très pragmatique. J'adore. Hein. Prendre le temps d'aller marcher avec une personne pour la comprendre, pour l'écouter et pourquoi pas l'influencer ou la conseiller sur des manières de penser ou des manières d'agir différentes. Bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup, David, pour tout ton temps, pour tout le partage extraordinaire que tu as pu faire à la communauté de Culture Santé Sécurité. Je te souhaite tout le meilleur, prends bien soin de toi et de ta famille et puis de tes collègues. Et puis Merci écoute, à toi. à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.